On reste avec l'ordinateur fixe. Après, on verra, parce qu'il y a de l'évolution, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je pense que l'évolution, c'est quelque chose qui est important. Mais pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Et c'est pas ça qui fait que ça ne peut pas fonctionner. C'est pas le même problème. Il y a un problème à résoudre. Une fois que ce problème sera résolu, on verra bien. Chaque chose en son temps. Alors, je reviens au motif de la délibération, parce que finalement, on ne l'a toujours pas voté. Vous savez, pour le mandatement concernant les 25% donc des investissements, et puis également la réception des recettes, donc qui est pour donner l'autorisation à Monsieur le maire de continuer à faire... Ça ne peut pas attendre un mois, puisqu'on en a vraiment besoin de chaque ordinateur. Ça ne peut pas attendre un mois. Habituellement, c'est vrai qu'habituellement, chaque année, on le fait. Oui, mais on l'a déjà fait au mois de décembre. Là, c'est un deuxième. Non, c'est pas une deuxième. Non, c'est une transparence de délibération. Ça permet de payer les fournisseurs, Madame Bayeux. Voilà. Il y a un rideau métallique qui a été changé en urgence. Le fournisseur devrait attendre le vote du budget entre le 10 et le 15 avril, le temps que le mandatement soit effectué. J'ai compris maintenant si vous me le dites. Vous avez demandé si on pouvait donc c'est ce que Madame Gauthier vous expliquait en préambule, c'est pouvoir continuer surtout à payer les gens qui ont travaillé déjà pour les installations. Voilà. Comme les buts. Comme les buts, il y a deux buts, donc un d'un montant de 12 000 euros, ils sont en cours d'installation, donc effectivement, à un moment donné, le prestataire va présenter sa facture. Alors oui, le temps que le mandat administratif se passe et que cette facture... Ce serait dommage de dire, bah écoutez, on attend. Non, d'accord, c'est ça. normal. Parce que normalement, le budget, sachez qu'on peut le voter jusqu'au 15 avril. Hein. Donc ça nous laisse quand même encore un petit peu plus d'un mois. Hein. Donc le temps après, voilà. Puis après, on arrive à la période du mois de mai, qui est une période très particulière pour tout le monde. Donc, voilà. On doit surtout faire preuve, les appels, on doit surtout faire preuve d'exemplarité, parce que ça, j'y tiens. C'est mon boulot quand même. Aujourd'hui, nous, les mairies, si on ne respecte pas les LME du paiement des 30 à 45 jours maxi, c'est dramatique dans une commune. Et on ne peut pas s'amuser à jouer avec la trésorerie des fournisseurs. C'est juste pas possible pour la pérennité des entreprises. Alors, il fallait qu'on en parle au niveau du Wi-Fi de la mairie. Il y en a plus. Et donc là, pour l'instant, on est en panne de retransmission. Et il est 20h, alors donc ça arrive de nuit. On est arrivé à la fin. Mais bon, malgré tout, voilà. Alors on va mettre au vote cette délibération. Alors toute la discussion voilà. Alors qui est pour cette délibération? Je pense à l'unanimité. Je vous remercie. Cette délibération, elle porte sur ce qu'on appelle la préparation budgétaire. Oui, une information. Une information. En fait, pour les communes de 3500 habitants et plus, elles sont obligées de présenter ce qu'on appelle un rapport d'orientation budgétaire. C'est une façon, avant de voter le budget primitif, de voir d'une manière condensée, c'est comme pour le recensement. C'est comme si aujourd'hui, on avait pris une photo d'Olchin et de son fonctionnement, de ce qu'elle a comme dette, quel est le volume de son personnel, etc. Donc voilà. Donc il y a... je pense vous l'aviez renvoyé, de toute façon. Tout le monde. Bien sûr. Vous l'avez tous reçu. On le présente et on le renvoie. Ah, pardon. D'accord. Ah oui, pardon. Ah, c'est dommage. Ah oui, non, je pensais que... Alors, là, je vais poser une question. Comment voulez-vous qu'on parle, qu'on accepte, qu'on vote cette orientation budgétaire? Non, il n'y a pas de vote, c'est une information. Oui. Mais ce qu'on n'a pas eu, c'est une commission finance. Si, la commission finance viendra
avant le vote du budget. Donc elle sera prévue fin mars. C'est pas marqué nulle part. Donc, moi, je on n'en a pas été informé. Je vous le dis, là on n'est que le 6 mars. Oui, et donc, mais il faut prévoir. Alors, Madame Bayeux, pour information, il était évident qu'aujourd'hui, on n'allait pas voter le budget. Non, je le sais bien, D'accord. c'est une orientation budgétaire. C'est simplement une information. Même, alors, honnêtement, on a fait le choix, de vous présenter ça On n'est aujourd'hui, même pas obligé de le faire. mais en aucun cas, on était obligé de le faire. Si vous ne voulez pas, Voilà. Non, mais je demande, quand on demandait quelqu'un et la commission finance, tu dis, on m'a rien dit, c'est M. Pet qui l'a fait, etc. Donc, moi, je. La commission finance, elle s'est pas encore Elle réunie. n'a pas encore eu La commission finance, non. Moi, j'attends la commission finance pour bien tout étudier, puisqu'on a voté pour 57. Alors, allez-y, parlez. Donc, ce document, donc en fait, évidemment, vous savez très bien que quand on présente ce type de document, c'est pas M. Pet qui s'est levé un matin et puis qui est allé de sa plus belle prose. Donc, forcément, il y a toujours une base de travail et en fait, il complète, c'est-à-dire qu'il applique à la commune d'Olchin la trame. Donc, voilà. Donc effectivement, ça s'applique. Et donc, alors je ne sais pas, rapport d'orientation avec des résultats. Oui, alors ça permet d'avoir de la visibilité, je suppose, pour préparer l'avenir. En fait, c'est très synthétique. C'est de la communication, c'est pour. C'est très synthétique. C'est pour faire partager au conseil municipal. Partager au conseil municipal les futures orientations budgétaires. Au contraire, c'est vraiment. Oui, c'est vraiment. Le document est vraiment prévu. Bien sûr, après il y aura la commission finance, on votera le budget, mais. Je trouve que la démarche, personnellement, elle est bonne, puisque plutôt que d'attendre la commission finance et le budget, on partage un petit peu. Oui, mais justement, ça permet, c'est une base de travail. C'est comme c'est une grande décision, le budget. Et qu'on voit la complexité dans notre pays d'avoir un budget, on va pas revenir sur le sujet dans notre pays, mais je trouve que personnellement, je trouve la démarche très bien, très proactive et comme dans les entreprises, et puis ça permet justement de communiquer avec le conseil municipal, d'avoir les grandes lignes de ce futur budget. Je trouve la démarche déjà très bonne. La démarche est très bien, mais c'est parce qu'on avait rien, on partait de rien, donc obligatoirement il est normal que je sois étonné. On a un document, on n'a rien. Bon, mais c'est tout, alors, maintenant je vous écoute. C'est juste, je rebondis sur, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, vos remarques sont pertinentes et le but c'est vraiment à chaque fois de pouvoir communiquer, d'amener de plus en plus de communication, de transparence. Donc là, on prépare le budget en étant transparent avec le conseil municipal. Voilà. Non mais voilà, je vous tenais juste à vous répondre. C'est de la transparence. Je me permets juste d'un point de vue réglementaire, effectivement, ce travail était prévu pour un moment d'échange pour déjà, effectivement, se mettre dans l'ambiance d'une future commission de finances. Il est plus facile de diffuser des diaporamas et de vous les expliquer plutôt que de vous envoyer un pavé comme ça qui n'a peut-être pas de sens. Je pense que c'est tout l'objet d'un rapport d'orientation budgétaire et de vous donner déjà des pistes de réflexion pour les prochaines commissions finances et les votes du budget. C'était jamais fait auparavant. C'est un supplément de communication, encore une fois. Donc, moi, j'ai proposé à M. le maire et à Mme Gauthier de le faire au conseil municipal, voilà, avant une commission de finances. Maintenant, j'entends, mais ce document, une fois qu'on vous l'a expliqué, dès demain, on vous l'envoie sur la boîte mail et vous pourrez l'exploiter comme bon vous le semble. Voilà les résultats budgétaires de l'année 2024, Mme Gauthier. Je me permets, d'accord. Donc, le résultat comptable de la section fonctionnement s'établit pour cette année hors opération d'ordre. Opération d'ordre, ce sont notamment les amortissements, mais pour avoir une visibilité simple, je ne les ai pas intégrés ici. Donc, le résultat comptable, c'est simplement nos recettes moins nos dépenses. On a un résultat comptable à hauteur de 494 000 €. Bon, bien évidemment, entre les prévisions et le compte administratif qui s'appellera CFU d'ailleurs cette année, puisqu'il n'y a plus qu'un seul document, le compte administratif et le compte de gestion ont été fusionnés en compte financier unique. Donc voilà, vous avez eu une photo. Ce qui est important pour l'équilibre financier de la commune, c'est
le résultat comptable à hauteur de pratiquement 500 000 €, ce qui n'était plus calculé depuis quelques années, puisque l'inflation avait fait son chemin. Focus sur les charges de fonctionnement, sur les charges à caractère général, à 643 000 €, moins élevé qu'en 2023. Sur les charges de personnel, le total net moins élevé que l'année dernière à hauteur de 1 267 € au lieu de 1 282 en 2023. Sur les charges de gestion courante, et notamment les subventions aux associations et au CCS, là aussi en baisse à hauteur de 150 000 € au lieu de 168 000 € en 2023. Et les charges financières, les intérêts de la dette, qui là aussi ont baissé en 2024 à hauteur de 66 000 contre 72 000 en 2023. Vous avez dit quand vous parlez, en fait, vous savez, je vais ralentir. on a l'habitude, mais alors en fait, pour vous dire, Surtout pour ceux qui. au niveau de la, si vous pouvez revenir au niveau des charges de la gestion courante, hein, vous voyez qu'on passe de 168 000 à 150, c'est parce qu'au niveau du CCAS, on a décidé, vous savez, chaque année on donne une subvention qui est de 35 000 €, hein, donc dans les années, voilà, 2 fois par an, on claque 17 500 x 2, et donc cette année, on n'a donné que 17 500 €. Donc ce qui explique cette différence entre 2023 et 2024. Ensuite, si vous regardez au niveau des charges de personnel, vous avez donc des dépenses, alors effectivement, qui entre 2023 et 2024 augmentent, mais ce que vous voyez, c'est que les recettes, c'est-à-dire ça, c'est ce qu'on appelle, dans le temps on appelait ça les atténuations de charges. Vous savez qu'on a des contrats aidés, et en fait, en 2023, malheureusement, on avait été sanctionné, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de contrat PEC. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour que les gens... C'est ce que je voulais. Alors, la première chose, c'est ce que je voulais dire. Et la seconde chose. De toute façon, il n'y a pas le wifi. Si, maintenant il y a. Alors, la première chose, c'est ce que je voulais dire, c'est d'allumer ton micro. Et la seconde, c'est. Je sais que tu es dedans, mais on va pas commencer à faire le budget aujourd'hui. Non, mais bon, mais malgré tout, le tableau est présenté, on se doit à minima de dire quand même aux élus, voilà, hein, pourquoi c'est comme ça. Et donc vous voyez, au niveau des charges de personnel, en fait, comme en 2023, on avait eu des contrats PEC qui étaient en nombre réduit, eh bien on avait une atténuation de charges qui était moindre. Cette année, on est remonté à 81 000 €. Hein, donc voilà. Et effectivement, les charges financières, ça correspond aux intérêts et ça baisse tout doucement, hein, puisque plus on avance dans un emprunt, plus la part de capital est importante et, à contrario, le montant des intérêts baisse. Au début du remboursement, on rembourse beaucoup d'intérêts et en fait, voilà. Oui, vous pouvez passer à la page. Alors, je vais juste, je me permets, j'aime bien simplifier les choses. D'Arnaud Chinois lambda, imaginons que je ne suis pas adjoint, je ne connais pas, maintenant je connais de plus en plus. Ce qui est important que vous sachiez aujourd'hui, en simplifiant les choses, c'est que la capacité en fait aujourd'hui d'investissement. Aujourd'hui, on a un résultat, c'est comme quand vous gérez une entreprise, on a un résultat de 500 000 €. Ce qui est très bien, ce qui nous permet, nous, la commune, de pouvoir investir. C'est-à-dire, on aura l'appui forcément, allez, on va synthétiser des banques, etc., pour continuer à promouvoir la commune. Aujourd'hui, ce qui est intéressant pour les Aulchinois, comme pour vous, c'est de dire que notre commune est en bonne santé pour continuer à travailler et à investir dans des projets. Si aujourd'hui on aurait un résultat négatif, c'est-à-dire que notre endettement ne couvrirait pas notre dette, on ne pourrait plus investir. Donc aujourd'hui, le travail, comme Isabelle vient d'expliquer, réduction des charges, etc., fait partie d'un ensemble pour pouvoir continuer à investir. Et pour les Aulchinois, ils doivent savoir qu'ils sont dans une commune qui est saine, qui est bien gérée et qui peut continuer à progresser et à investir. Voilà, c'est ça. À titre d'exemple, en 2018 et 2019, la commune a réalisé un excédent qui n'était pas suffisant pour rembourser l'emprunt de la dette. En commission finance sur le budget, on vous le remettra, mais en 2018-2019, on était en capacité d'autofinancement négative. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un excédent suffisant pour dégager le remboursement de la dette. Et ça, c'est compliqué. Donc là, sur les 3 dernières années, on était plutôt sur un excédent autour de 350 000 €. Et donc, effectivement, ce résultat, il est à mettre en avant parce que ça va permettre
à la commune et de rembourser son emprunt à hauteur de 217 000 euros, 219 000 euros, et de pouvoir continuer à investir sur la dernière année de mandat. Exactement. Alors oui, il y a un petit focus sur les énergies, effectivement, meilleure gestion, un hiver clément, le gaz à hauteur de 62 000 euros au lieu de 90 l'année dernière, l'électricité à hauteur de 105 au lieu de 138 000 l'année dernière, et le carburant reste stable. Les ressources humaines, entre la situation du 1er janvier 2024, 21 titulaires, 5 CDD et 10 contrats PEC. Effectivement, il y a une augmentation brute des charges de personnel. Elles sont liées à l'augmentation du point d'indice sur 1,5% sur l'année complète. Ça a été le cas au mois de juillet 2023. On était sur une demi-année. Sur une année complète, ça représente une dépense supplémentaire de 5 100 euros. Chaque fonctionnaire a aussi bénéficié de 5 points d'indice majorés au 1er janvier 2024, ce qui a coûté 7 450 euros de plus sur le chapitre des charges de personnel. Et puis, vous le connaissez par cœur maintenant, le glissement vieillesse technicité, les avancements d'échelon, de grade de chacun de mes collègues liés à l'ancienneté, notamment, a coûté 1 960 euros en plus. Et la situation au 1er janvier 2025, c'est 21 titulaires, 4 CDD, 9 contrats PEC. Le dispositif CODRAPEC est en attente de validation de notre nouveau sous-préfet, puisque le PLF ayant été voté tardivement, l'enveloppe des contrats aidés tarde aussi à être débloquée. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de le demander, puisqu'il y a beaucoup de changements dans le personnel, et on le voit donc ici. Est-ce qu'on pourrait avoir soit l'organigramme, soit le tableau des effectifs? Parce que la dernière fois qu'on l'a eu, on l'a eu en janvier 2023. Donc, vous l'avez au budget. On le donne obligatoirement, systématiquement dans le budget. Dans le budget de la semaine prochaine, d'accord. Il est là, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. On l'a pas, non mais bon, non, je vais attendre. Non mais il est là. Non, c'est pas la peine, je reviendrai en même temps que tout le Pas la semaine prochaine. Non mais après, il est là, de toute façon il n'a pas beaucoup évolué depuis l'année dernière. Oui, ce sera le tableau des effectifs. Oui, c'est ça. Le résultat de la section investissement, donc structurellement, est relativement déficitaire, puisque l'emprunt, on le paye chaque année suivante. Donc, au-delà du chiffre, voilà, le programme des investissements communaux qui ont été réalisés en 2024, à hauteur de 569 000 dettes comprises. Voilà, vous avez une petite synthèse, donc les travaux Usinor de la phase 1 et l'éclairage public, le cimetière, les horloges astronomiques de l'éclairage public, les travaux de voirie et de sécurisation, les travaux d'habitation du 10 rue Macaret, les emprunts, du matériel de service technique, le radar pour notre policier Létilo, son vélo, du matériel informatique, d'autres équipements divers. En commission finance, je pense qu'il y aura plus de détails, des défibrillateurs, la vaisselle, les frigos, les réparations du parquet de la salle Pablo Neruda, diverses petites réparations et puis un prêt au personnel. Voilà. Pour une dépense de 569 000 euros en investissement. Donc voilà, les résultats budgétaires. Le résultat cumulé sur 2024, c'est-à-dire le résultat comptable plus les résultats reportés, s'élève à 1 203 000 euros. Bien évidemment, il faut venir combler le déficit d'investissement, donc l'affectation du résultat provisoire, parce que le CFU définitif, on va le recevoir dans quelques temps et on intégrera les opérations d'ordre, c'est-à-dire les amortissements, c'est-à-dire c'est une dépense de fonctionnement qui se traduit par une recette d'investissement. C'est une opération qui n'est pas comptable, mais on l'affectera à ce moment-là. Donc voilà, 1 203 000, moins les 379 000 euros à couvrir, donc une reprise au 0,02 au budget de fonctionnement à hauteur de 824 000 euros. C'est notre trésorerie, voilà, tout simplement. C'est 800 000 euros en fonctionnement. Quelques ratios, c'est important, notamment par rapport à la dette. L'encours de la dette s'inscrit en baisse continue. La commune se désendette chaque année. Pour une gestion conforme, la valeur du ratio est attendue au stade de 10 années d'épargne. Cette année, la commune affiche un ratio à 3,9. Et puis le taux d'épargne brut à 18%, un taux supérieur à 12% est considéré comme conforme.
chacun votre information, même si je pense que vous la connaissez mieux que moi, le profil d'extinction de la dette, alors je suis désolé, c'est pas très visible à l'écran, mais jusqu'en 2037. Voilà. Donc le capital restant dû à date du 27, il y a quelques jours, était d'1 651 000 euros. Donc une annuité future de 219 000 euros en capital et 55 000 euros en intérêt. Donc la répartition de la dette, 833 000 euros de capital restant dû à la caisse d'épargne et 817 000 à la caisse des dépôts. Ce qui va nous intéresser pour 2025 sur la loi de finances, si la prudence reste de mise au lendemain de l'adoption de cette loi de finances, les mesures d'économie budgétaire impactent finalement moins les collectivités locales que dans sa version du mois de février, que celle de l'automne 2024. C'est vrai, vous l'avez tous entendu, les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes quand même pour nos collectivités. Il y aura une revalorisation des bases fiscales à hauteur de 1,7%. Rappelez-vous, ces dernières années, on était plutôt autour de 5 et 7%, liés à l'inflation. La DGF, alors on n'a plus grand-chose, 30 000 euros. En 2014, on était à 250 ou 260 000 euros. Oui, puis encore, quand vous parlez de 30 000 euros, c'est parce que c'est la dotation. C'est la DSR, c'est une fraction de la DGF. La DGF est composée de... dotation globale de fonctionnement. Alors, il y a plusieurs fractions dans la DGF, donc là, il y a la dotation globale, plus la DSR ou la DSU pour les communes. Donc la DSR, c'est une fraction de la DGF, et nous, ça nous ramène 30 000 euros, comparé à ce que la commune pouvait percevoir il y a 15 ans. On a changé de paradigme. Mais la DGF est maintenue pour les communes qui peuvent en bénéficier, malheureusement, au prix d'un prélèvement. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, sur la DETR, notamment qu'on sollicite pour nos subventions d'investissement. Bon. Important aussi, chaque année depuis 2 ans, nous perdons sur les compensations liées aux locaux industriels, aux établissements industriels. Ordin est dans la même situation que la nôtre, certainement également. Nous avons sollicité, nous avons écrit à Bercy parce qu'il y a un décret qui permet de compenser cette perte, mais ça ne sera pas du 1 pour 1. Donc on espère récupérer un peu d'argent, mais pour le coup, on n'a pas de certitude. Mais il faut savoir que ces compensations vont encore baisser et vont être franchement rapportées de 16% pour la commune. Alors, s'il vous plaît, savez-vous qu'Orda récupère? Alors, il a porté plainte et il récupère. Oui. C'était marqué dans la vote du Nord, 90% en première année, 25%. Juste pour information, c'est moi qui ai donné l'information à Arnaud Bavet de ce décret. Et donc il a eu des résultats, et vous n'avez pas eu? Non, pas officiellement. Donc je ne vais pas vous annoncer quoi que ce soit tant qu'on n'a pas de. On a fait remonter l'information comme Arnaud Bavet l'a fait à Bercy en expliquant que effectivement on perdait, mais c'est des calculs très technico-techniques dans la fiscalité. Alors si Ordin est sûr de récupérer, je suis ravi pour eux. Nous, on n'a pas de retour officiel. Voilà. Mais on profite entre guillemets du même décret, sauf que les sommes chez lui sont bien plus importantes. Ça passe presque inaperçu, mais il faut savoir que les cotisations en retraite, le taux de cotisation, vont augmenter chaque année jusqu'en 2028, la CNRACL, puisqu'elle a été ponctionnée pour abreuver d'autres régimes à plus de 100 millions. Et donc là, il faut qu'elle se fasse une santé, la CNRACL, et donc les communes vont être impactées à hauteur de 10% sur le chapitre 64-53. Ça nous coûte au bas mot 20 000 euros, presque 21 000 pour nous. Donc voilà, c'est une dépense qu'il faudra tenir compte au prochain budget. Et puis, la surprise du chef, le DILICO, vous en avez entendu parler. C'est un prélèvement qui va venir renflouer un petit peu les caisses de l'État. Si nos calculs sont bons, le PCI, donc notre agglo, c'est 1,4 million. C'est que mon calcul, j'espère pour eux que ça soit moins que ça. Et nous, on serait concernés. Ça, c'est un calcul moyen entre le revenu fiscal et le taux moyen. Donc nous, si nos calculs sont exacts, on aurait potentiellement, même si pour l'instant il y a plein d'informations qui se contredisent, un prélèvement à hauteur de 11 000 euros. Voilà. Potentiel fiscal élevé. Pour l'investissement,
la baisse du FCTVA, du taux de FCTVA finalement n'a pas été retenue. On reste à 16,85, tant mieux pour nous. Comme on le disait tout à l'heure, les fonds verts des cibles DETR vont être minorés. En conclusion, certaines analyses soulignent la fragilité globale du dispositif de l'État, qui est de limiter les déficits publics, sauf que la fin du cycle électoral, comme dans toutes les communes, les investissements vont bon train. Nos budgets sont en tension, notamment ceux de nos cofinanceurs pour nos investissements, le PCI, puisqu'on les sollicite beaucoup, le département, les régions, donc en réduisant le soutien de l'État aux projets locaux. Le gouvernement pourrait obtenir l'effet inverse de celui escompté, c'est-à-dire finalement si on a moins de marge de manœuvre à cause de tous ces prélèvements et de tous ces coups de rabot sur le soutien à l'investissement, à un moment donné, les communes vont devoir emprunter. Donc, le PCI, c'est la forme du binôme. L'établissement public à la coopération intercommunale. Ouais. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu les grandes orientations pour notre budget 2025. Bon, je vais vous passer les détails, mais ce qui est important à retenir, c'est que voilà, les recettes de l'ensemble des collectivités locales sont à la hausse, 1,8%. Les dépenses augmentent également, notamment sur l'impulsion des frais personnels. On l'a dit tout à l'heure, ça va nous coûter à minima 20 000 euros. Les achats et les charges externes, même si je pense que l'inflation est derrière nous, ça continue à croître. Et puis les dépenses d'investissement augmentent, notamment pour le bloc communal, à hauteur de 8,5% et diminuent pour les départements. Mais on connaît l'actualité pour les départements, ils sont obligés de faire des coupes budgétaires drastiques. Et souvent au détriment des sujets que vous connaissez. La capacité de la commune à investir, et je pense que pour vous élus, c'est crucial d'avoir cette vision, cette visibilité. Usinor, on est sur un montant de phase 2 et 3 autour de 900 000 euros. On attend des subventions autour de 400 000 euros minimum. Voilà. L'équilibre de ce financement repose sur des paramètres que la commune ne peut pas complètement maîtriser, c'est-à-dire les cofinancements portés par l'agglo, le département, la région, l'État. Si l'hypothèse ci-dessous est retenue, Monsieur le maire vous soumettrez certainement la possibilité d'avoir un recours à l'emprunt sur cette opération à hauteur de 500 000 euros, grand maximum. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu le faire sur les fonds propres, finalement les 500 000 euros restants, mais il faut un équilibre. Il faut du financement fonds propres et un équilibre d'emprunt, sinon on ne fait que ça. Et le reste, Dieu sait qu'il y a encore beaucoup d'investissements à réaliser. En gardant cet équilibre, la commune pourrait dédier une enveloppe maximale sur les études, acquisitions, travaux, réalisation diverses, estimée à 480 000 euros. Ce qui fait que l'opération Usinor se fait avec les cofinanceurs et un emprunt d'équilibre, et le reste sur du fonds de roulement et un investissement à hauteur de 480 000 euros, ce qui vous laissera en commission de finances possibilité d'arbitrer tous les projets qui vous seront soumis. En sachant que dans ce schéma, il y a un sujet qui est d'actualité, il y a des sessions de terrain, notamment sur la session des prêts, qui pourraient venir compenser cette modalité de financement. C'est-à-dire qu'on ne toucherait peut-être pas dans le fonds de roulement si on a une recette d'investissement en cours d'année, une fois que tous les feux seront ouverts. Voilà. Donc le recours à l'emprunt, ce sera vraiment au dernier des cas. C'est-à-dire que si au second semestre, la situation n'est pas... Après, ça discute en conditions de finance. Aujourd'hui, le recours à l'emprunt ne devrait pas être... C'est pas un tabou, ça permet de faire travailler l'argent, c'est une manière différente de gérer.
vivre aujourd'hui sur ce qu'on appelle notre trésorerie, nos fonds propres, c'est pas forcément, après c'est mon avis, hein, puis on sait qu'il y a des commissions, puis on peut en débattre. Aujourd'hui, on a besoin de faire travailler de l'argent et on a besoin des fois d'avoir du recours à l'emprunt pour se donner effectivement de l'oxygène, mais pour mieux travailler les finances de la commune et pour certainement gagner sur un autre sujet. Donc, peu importe, même si effectivement la vente des terrains peut être un bol d'oxygène en plus, le recours à l'emprunt, des fois, peut être également une bonne solution, surtout dans une gestion d'une commune ou d'une entreprise, surtout si les intérêts sont bas, etc. Oui, c'est surtout ça. Ça, c'est en termes. Oui, c'est bon. Je parlais de ça en termes de montant, c'est-à-dire que les 500 000 euros empruntés, ça ne veut pas dire forcément qu'on aura recours à un emprunt de 500 000 euros. C'est le déroulement de l'année qui nous dira, bah oui, effectivement, peut-être qu'on va devoir aller quand même jusqu'aux 500 000 euros, mais peut-être qu'on aura peut-être besoin que de 350 000, vous voyez. Oui. C'est un calcul à faire. Bien, moi, je voulais simplement remercier Nicolas et puis aussi Florence parce que ce travail-là, il ne s'est pas fait comme tu l'as dit en claquant des doigts. Il y a du travail qui est réalisé et en même temps, ça reste et ça devient une base intéressante justement de travail et de réflexion pour la suite. Et donc la suite, ça sera donc dans l'ordre la commission des finances et ensuite le conseil municipal qui sera juste derrière. Donc voilà, je tenais à vous remercier tous les deux, plus tous ceux qui ont œuvré à tes côtés pour que ça puisse se faire et que ce soit, je dirais, le plus clair possible pour tout le monde. Parce que à partir du moment où on aligne des chiffres, alors c'est vrai, il faut mieux aussi les expliquer, parce que dans certains cas, aligner simplement des chiffres, ça ne signifie pas grand-chose, mais mettre des choses devant ces chiffres, là, ça permet de mieux voir où on va, d'où on vient aussi. C'est pas mal, c'est aussi intéressant de voir d'où on vient et de voir où on pourra aller au travers de ce travail. Et même, je le répète, même si ce travail n'était pas utile, il est très utile au fonctionnement pour notre commune. Officiellement, je dirais, en tous les cas, il nous est utile pour nous, pour continuer à travailler, pour s'ouvrir et ouvrir des perspectives pour la suite. Voilà, donc je tenais à te remercier et tu feras passer le message à tous ceux qui ont travaillé aussi avec toi. Voilà. Moi, c'était simplement une question technique. Ça fait longtemps que je me la pose, mais je n'ai pas la réponse. C'est sans doute dans vos nouveaux faits de calcul. On dépense donc plus d'1 million, c'est très bien pour la cité Usinor. Alors, il n'y a pas d'appel d'offres, ça n'existe plus, on ne fait pas de concurrence, appel à des concurrences, etc. Puisque on ne l'a jamais su, non, mais. C'est dans la délégation de monsieur le maire, c'est quelque chose qui se fait en. C'est dans la délégation de monsieur le maire, voilà. Non, mais alors, je ne savais pas, donc je me suis dit, très comment ça se fait qu'il n'y a pas sincèrement, d'appel d'offres? Regardez, un appel d'offres. Je prends la phase 1, attendez, laissez-moi juste un instant pour me remettre sur le bon dossier. Hein. Et c'est quelque chose qu'on avait expliqué d'ailleurs lors d'une réunion publique Usinor sur une infographie. C'est vachement pédagogique. Voilà. Comment on fait quand on a des montants importants pour travailler sur un appel à la concurrence? C'est obligatoire à certains seuils. D'accord? Voilà. Voilà comment on travaille sur cette opération, que ce soit sur la phase 1, la phase 2, la phase 3. Je vais parler de Alors, définition du besoin, voilà. Donc ça c'est le chapitre 1, sourcing des entreprises, estimation budgétaire, estimation technique, durée des travaux et les consultations publiques locales. Ensuite, on passe à la rédaction du DCE, le règlement de consultation, le CCAP, le CCTP. Je ne vais pas rentrer dans un terme technique, ça n'intéresse pas grand monde, mais c'est la rédaction purement technique et règlement de consultation de ce marché. Ensuite, la consultation, publication sur le profil d'acheteur genre Voie du Nord. Je vais peut-être vous le montrer, parce que vous nous dites qu'il n'y a pas eu peut-être de publicité. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre sur l'apparition, l'attestation de parution dans la Voie du Nord. Vous ne prenez pas la Voie du Nord tous les jours, hein, je vous en dirai par rigueur, mais ça c'est effectivement, voilà, c'est passé comme ça l'année dernière. Vous l'avez vu? Non. Ah, ok.
C'est pour ça que je demande. Voilà, donc voilà, en toute transparence, hein, voilà. Et ensuite, une fois que cette consultation, l'analyse des offres est réalisée, l'attribution du marché est réalisée. Et voilà, pour être transparent, regardez, voilà, ça c'est le CCAP Usinor, hein, c'est ce qui est, désolé, mon ordinateur est un peu capricieux, voilà, hein, et des clauses administratives particulières. Et ensuite, les entreprises viennent récupérer le dossier. Et là, hop, non, c'est pas ça. Alors, capture d'écran, voilà. En fait, on le dépose aussi également sur la plateforme du centre de gestion, d'accord, qui est un avis publicité. Et vous voyez, là, on a 11 entreprises qui ont retiré le dossier. Voilà. Et on a la même chose pour les réponses. Voilà. Et donc, pour les phases 2 et 3, la procédure se fera de la même manière. Puisqu'on est sur des montants qui permettent d'être en procédure adaptée. Je m'étais fait une petite note sur le marché public. Voilà. Les éléments clés du marché public du travaux Usinor, on est sur une notion d'unité fonctionnelle utilisée pour, excusez-moi, c'est rébarbatif, hein, mais pour la computation des seuils de marché de travaux. Le marché correspond à la satisfaction d'un besoin concourant à la réalisation d'un même projet, c'est le cas pour Usinor. Rappel pour le montant du marché Usinor, le seuil des marchés passés en procédure adaptée, qui est notre procédure, c'est à partir de 100 000 euros jusque 5 538 000. Donc on est dans cette tranche-là. Donc la procédure adaptée que je viens de vous présenter répond totalement aux exigences de cet appel à la concurrence. Voilà, donc la réglementation à la publicité s'impose, ce que je viens de vous montrer sur la voie du Nord et la plateforme du centre de gestion. Pas de commission d'appel d'offres pour l'analyse des offres dans le cadre d'un marché à procédure adaptée. Voilà. C'est le fondement Si juridique. vous nous aviez expliqué ça il y a un an, puisque c'était format 2000. Personne me l'a demandé, alors moi c'est mon travail au quotidien. On va à Pamplonné-Rouda, on apprend donc qu'il y a des travaux, oui, c'est IFH qui a répondu, etc. Il y a que. Mais on n'était même pas au courant et on ne savait rien. Ouais, c'est ça, en gros, il est pas Donc pourquoi vous ne le dites pas? Parce que ça c'est important à savoir. C'est le B.A.-ba de. Voilà, il y a des travaux, vous avez fait tout cette année. Vous venez de nous montrer, mais vous l'avez fait il y a un an, donc communiquer. La légalité, et il n'y a que le résultat qui compte. On est dans la légalité, le résultat compte. Après, oui, communiquer, comme vous voyez, c'est un peu rébarbatif, mais vous imaginez bien qu'on ne va pas. Alors moi, après, je veux bien communiquer. Des détails comme ça, mais en disant on a fait une procédure adaptée, on ne doit pas faire une commission d'appel d'offres, on a fait une procédure adaptée. Sans vous manquer de respect, madame, je vous l'accorde, peut-être un manque de communication vis-à-vis de vous, l'opposition, pour ces démarches administratives, mais quand je reviens sur un Olchino lambda, est-ce qu'aujourd'hui il est obligé de connaître toutes ces procédures? Je ne suis pas convaincu. Il est obligé de savoir si vous avez fait donc un je n'ai pas envie d'aller en prison, madame. Avec ma pointe d'humour, bien sûr, mais forcément, voilà. Mais oui, je vous entends, voilà, je vous entends et on donnera peut-être plus de détails au conseil municipal. Il n'y a pas de souci, c'est noté et je l'entends. Bon, la commission donc, des impôts municipales des impôts elle va arriver. Et est-ce que vous avez fait déjà cette année la commission communale des impôts directs? Elle s'est réunie l'année dernière, elle s'est réunie cette année. Oui, alors elle est. C'est bon. Elle était prévue ce mercredi, malheureusement, nous n'avons pas atteint le quorum, donc elle est reportée à une date ultérieure. D'accord, donc mais elle est prévue, il n'y a pas de souci, parce que j'ai vu des choses affichées. Alors, expliquez-moi, qu'attendez-vous de la commission communale des impôts directs? Les évaluations, donc les modifications de base foncière de certaines. Je sais ce que c'est quand même. Hein, et on est invité aux communes voisines à y participer, donc c'est pour ça que je me demandais si elle avait été faite. Voilà. Okay. Et que là, j'ai vu qu'il y en avait un élément qui était affiché, mais c'était uniquement pour des questions d'affichage. Ce n'était pas le résultat de la commission, parce que les résultats de la commission doivent être affichés. Voilà. Donc là, pour le moment, on attend une date ultérieure. C'est le principal, si vous voulez. Oui, c'est bien. Elle a été convoquée dans les règles, mais on n'a pas eu le courant. Donc voilà. Une pause d'école aussi, là, ça va chez Maxon. Exactement, ça va changer mon procédé. Le recensement
a eu lieu? Vous avez des premiers indices? Non, j'ai appelé plusieurs fois notre coordinateur INSEE, puisque j'aurais bien voulu vous donner des informations le jour du conseil municipal, mais je suis resté sans réponse. D'accord. On aura pour le prochain. J'espère. Là aussi, on n'est pas à l'abri. Je pense qu'ils auront aussi quelques difficultés à remonter les informations, parce que le traitement informatique, même si c'est quelque chose... Ils se sont rajoutés des tâches, parce qu'il y avait des analyses plus fines et ainsi de suite. Familial, c'est vraiment... Alors, il y a l'enquête famille, c'est quelque chose qui était relativement complexe. Oui. Ceux qui l'ont subi, et je pense que c'était que les hommes d'ailleurs aussi, je n'ai pas compris pourquoi. Bon, c'est une tâche complexe et je ne suis pas sûr que l'analyse a été véritablement menée jusqu'au bout actuellement. Et donc, ça permet peut-être d'expliquer le retard. J'aimerais bien quand même moi aussi avoir une réponse et au moins une tendance. D'autres questions? Bien. Des choses à dire, communiquer? On va y aller dans Non, ça veut dire, je m'étais engagé à répondre à Madame Bayeux, j'y pense, mais je vous ai apporté les réponses. Concernant l'église, voilà, les travaux commencent ici en mars. On attend la date précise, je ne vais pas m'avancer sur la date, mais c'est mars. Donc il y aura l'extraction avec une VMC pour pouvoir de nouveau rétablir le chauffage et ne pas risquer l'intoxication au monoxyde de carbone. Donc on a fait plusieurs devis et puis un prestataire a été retenu qui était beaucoup moins cher qu'un autre, on va dire. Donc voilà, l'église pour l'hiver prochain maintenant, et j'en suis navré, je présente mes excuses d'ailleurs à tous les croyants et ceux qui sont dans l'église de ce retard, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté. Il y avait beaucoup d'études pour avoir le bon équipement. Donc voilà, c'est rétabli, il y aura, la VMC va être établie et l'année prochaine, il n'y aura plus de problème de chauffage. Oui, Voilà. mais quelque part, je me dis que si ça avait été fait plus tôt, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Et je n'ai pas voulu le dire, mais je pense que bah si, il faut aller jusqu'au bout quand même, malgré tout, parce que ce problème de traitement du monoxyde de carbone, ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a bien longtemps. Et quand les devis avaient été établis il y a quelques années, donc dans l'époque 2017, 18, 19, quand on regarde le devis établi à cette époque-là par rapport au devis que nous avons récupéré, au moins 10 ans, il y a quand même 3 fois plus. Donc je regrette que ça n'a pas été fait en temps et en heure à cette époque-là. Voilà. Alors vous dites la VMC, mais il y a quand même la moitié de l'église qui ne fonctionne pas. Hein. Donc, alors, surtout. on va y aller dans l'ordre. Aujourd'hui, la priorité, c'est la VMC. C'est un sujet qui était récurrent. Donc, je vous ai apporté tous les réponses. Il y a une partie du chauffage qui doit être contrôlée, en fait, de l'autre côté. Donc, Sébastien est dessus également. Il n'y a qu'un côté qui va. Ouais. Qu'est-ce qui est inquiétant? Alors, on va vérifier, Madame Bayeux me l'a signalé lors de la réunion du Nord. Il y a qu'un lycée fermé. Parce qu'il va pas. Oui, justement. Alors, moi, j'aimerais. Vous verrez. Alors, je pense qu'il a été fermé. Pourquoi c'est inquiétant? Actuellement, mais pourquoi alors, la moitié du chauffage j'ai quand même creusé. Moi, j'ai peur, c'est que la fuite de. Non, c'est pas ça, madame. Vient de gauche, Je pense. c'est pour ça qu'on l'a Non. arrêté. J'ai creusé, madame, parce que vous avez bien fait de m'interpeller lors de la réunion Usinor. Je crois qu'il a été coupé volontairement, justement, pour le monoxyde de carbone, qui permettait d'avoir une sécurité supplémentaire pour éviter d'allumer. Là, les deux chauffages, c'est dangereux. Et je creuse. Je ne suis pas sûr à 100%. Vous avez certainement encore meilleure d'informations. Mais on va le contrôler. Dans tous les cas, on y est allé dans l'ordre. Là, la VMC va être mise pour établir justement le chauffage dans l'église et permettre à tous les pratiquants de pouvoir pratiquer le plus dans de bonnes conditions pour l'hiver prochain. Et ensuite, Madame Bayeux m'a informé de la deuxième partie du chauffage. Donc avec Sébastien, on va regarder ce qui se passe sur cette deuxième partie du chauffage. Donc ça sera fait, on avance dans le bon ordre. Oui, mais je reviens là-dessus. Oui, ce sujet date. Si ça avait été fait en Stop. C'est pas ça qui m'intéresse. Le fait, c'est que, ok, on remet une VMC. La VMC, c'est censé évacuer, faire circuler l'air pour éviter qu'il y ait du monoxyde de carbone qui stationne. On est d'accord. Mais j'ai toujours pas compris le problème que vous avez avec le fait qu'il y ait la moitié du chauffage qui soit coupé. En quoi ça devient dangereux?
C'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous De dites gaz, que vous c'est verrez, dangereux que ça c'est pas pourquoi moi vous qui dites- vais le. pourquoi vous c'est dites pas- que c'est Moi, je ne dangereux fais pas que ça partie vous de fait l'AMP, peur? je ne suis pas donc. Non, non, Je n'ai pas. je repose c'est ma pas- question. Pourquoi vous dites que c'est dangereux, que ça vous fait peur, puisqu'il est coupé? C'est ça que je comprends pas. Oui, Moi, après, derrière, c'est parce que si on le remet en route, il ne va pas être réparé. Donc il y a des fuites de gaz. C'est là, c'est sur la partie gauche qu'il y a des problèmes. Voilà. la fuite, il y aurait des fuites de gaz. Vous verrez. Non, je mais veux dire, là, je vous ça pose la fait 2 question. ans qu'on ne l'a pas ouvert, on ne peut pas l'ouvrir. Monsieur. Non, mais même monsieur de Brabant l'a arrêté, Oui, il a dit je l'ai non, arrêté exprès. non, moi j'ai Voilà. retrouvé des documents, madame, parce que j'ai creusé, à chaque fois j'aime bien aller au fond des choses. Bon, notamment le devis à 4 000 € que j'ai retrouvé pour la même. Non, il a été coupé justement dans un souci, justement, et c'était très bien. Comme cette VMC n'avait pas été faite, il y avait déjà cette réglementation qui est en vigueur déjà à l'époque, qui après C'est très bien. devenu, et c'est obligatoire, et Monsieur Silver avait fait couper une partie du chauffage. Donc déjà du temps de votre mandat en fait. Après, je vais creuser encore plus pour voir Vous effectivement. verrez, tant mieux si c'est comme ça. Oui, c'est pour ça qu'on a bien échangé, je vous remercie, Mais lors de la réunion. Et dans tous les cas, l'intérêt pour tout le monde et l'objectif, c'est de rétablir un chauffage qui soit opérationnel. Parce que, ne serait-ce que, alors le problème du chauffage au gaz dans une église telle que dans toutes les églises, c'est qu'il y a forcément de l'humidité qui se forme et que sans la VMC, cette humidité stagne et fait que derrière on a des auréoles qui peuvent apparaître, des taches d'humidité qui peuvent apparaître. Donc on va essayer déjà de traiter le double problème avec le traitement avec la VMC, ça c'est un premier truc. Faire circuler de l'air dans un aussi grand édifice, parce que malgré tout c'est quand même une sacrée hauteur, c'est un beau challenge. Après derrière, trouver la meilleure des solutions pour chauffer l'église. Pas trop non plus, c'est pas. Alors oui, on est bien d'accord, on est bien d'accord, on va pas chauffer. Voilà, la sécurité avant tout. On va pas chauffer à l'extrême. Derrière, je peux. Donc une fois que mais la sécurité, à partir du moment où il n'y avait pas la VMC, on était hors sécurité. Hors sécurité. D'accord? Bon. On a quand même travaillé un certain temps sans la VMC. Et même si on a coupé une partie du chauffage, on était hors sécurité. Donc le premier travail, c'est de se mettre en sécurité avec la VMC. Après, derrière, vous me dites qu'il y a des fuites, bah, on va essayer de voir déjà si oui ou non. Oui, moi non Je plus. me souviens, c'est Moi non que. plus, Je sais pas j'en sais comment rien. vous appelez les auréoles là où il y a le chauffage qui chauffe. Ouais, Eh c'était ben, oui. il y en a certaines qui ne vont pas à gauche. C'est pour ça. Donc le gaz vient, mais ça ne s'allume pas. Oui, parce que ça peut être C'est pour ça un simple problème de. Voilà. Bah, après, on verra. On va y aller dans l'ordre. Il faut y aller, vous On le va savez, y aller comme dans ça, vous verrez. Et je veux bien que derrière, il y ait récupéré du chauffage et qu'on puisse être serein dans l'église. Surtout quand il y a du chauffage. Bon, moi j'ai plus rien à dire, mais voilà, c'est ouais, allez-y. Chacun son tour. Ah oui. T'as pas de Moi, je vais faire une toute petite communication, je me permettrai peut-être de revenir après, derrière, comme tu me l'as rappelé et que j'avais promis aux élèves de CM2 qui étaient venus nous voir avant-hier. Alors malheureusement, je pense qu'il est un peu tard, mais je leur fais malgré tout un petit coucou parce que je leur avais promis. Voilà, tout simplement. Alors avec l'action Movember qui avait été réalisée justement au mois de novembre, c'est vrai qu'il avait été porté par les deux associations, donc le Secours Populaire et Olchin Dance. Donc nous avons recueilli donc 1 000 €. Ces 1 000 € ont été donc remis à la Ligue contre le cancer donc début février avec 2 chèques de 500 €. Alors à cette occasion, nous avons tissé des liens avec la présidente de la Ligue contre le cancer et une prochaine conférence aura lieu le 16 avril à 18h30 à Pablo sur les soins de support. Voilà, vous devez savoir que quand vous êtes atteint d'un cancer, vous avez le droit justement d'avoir des soins de support pour vous et votre famille. Donc voilà, vous en saurez plus à la prochaine conférence. Une autre date, donc, c'est du 8 au 12 mars, une exposition, le Printemps du GAL, donc une exposition de peinture, etc. Justement, le GAL veut dire Groupement des artistes lourgeois, donc sera organisé du 8 au 12 mars de 14h à 18h à l'ancienne restauration scolaire. Voilà. Je fais le tour de la Et il n'y a personne d'Olchin qui aurait pu être dedans, puisque tous les ans d'habitude, au mois de mars, on avait
les artistes locaux chinois. Donc, Ben, je pense qu'on le fera dans un autre temps, un second temps, de toute façon, puisque là, de toute façon, la restauration scolaire est pleine. Mais je pense que si Monsieur le maire me confie d'autres vernissages, je serais tout à fait ravi de... c'est vous qui avez la responsabilité de la peinture, de la culture? Là, c'était Monsieur le maire qui m'avait confié comme les vœux, par exemple. Donc voilà. Après, Eh bien, on la prend, c'est bien. et j'en étais ravi. Aujourd'hui, c'est un vote qui gère la culture. Pas du tout cette conférence, juste cette exposition pour. Il va sur une autre délégation que tes collègues. Ok. Je prends acte. Je prends acte. Gérer le Hallfest, non, ça peut être. J'ai géré le Hallfest, c'est de la culture. Hein. Après, c'est la culture qui est moins partagée ici à Olchin, je le comprends, mais le Hallfest, c'est de la culture. C'est de la musique, c'est de la culture. Non, non. Les premières personnes qui avaient été contactées pour ce vernissage, c'était moi et Madame Egobotti. Je ne sais pas, mais Voilà. je répondais à ta question, j'arrive sur la culture. J'apprends ici que désormais, c'est M. Pierre Lavenay qui s'occupe de ça. Ok, je prends acte. Mais les événements, moi je voulais te répondre juste avec bienveillance que la culture, elle se partage à tous les niveaux avec chacun d'entre nous. Mais Et chacun est libre de mais- mettre des actions culturelles en place. Après le reste, Tu me prêches à faire acte. très bien. Après, la culture, c'est Mais il y a une commission. La culture, c'est l'art, c'est vrai qu'Amélie a déjà été. On n'en fait pas partie aussi. Moi, je suis pas dans la commission culture, malgré tout, j'ai le droit d'organiser des choses. J'ai déjà organisé aussi des choses. Oui. Non. Malgré tout. Alors je répète, Amélie, Vincent. les premiers contactés, Ah oui, c'était non, Jean-Yves voilà. Thierry et Isabelle Gogotier. Point. En tout cas, j'invite les Auchinois à venir donc du 4 au 8, enfin du 8 au 12, de 14h à 18h, parce que c'est vraiment une très très belle exposition. Alors, il y aura des visites des écoles aussi? Il y aura des visites des écoles aussi le lundi. C'est très bon. Merci. Alors, cérémonie le 19 mars prochain, hein, donc en souvenir des accords d'Évian le 19 mars 1962. Donc cette année, la cérémonie aura lieu à 18h. Hein, donc on partira de la place de la mairie pour nous rendre sur la stèle d'Eltour-le-Cerf. Et puis le moment de convivialité aura lieu ici en mairie, puisque on sera déjà sur... inutile d'aller à Pablo. Nous serons déjà sur le secteur. Voilà, merci. Ouais. On a parlé tout à l'heure concernant le terrain de foot. Les buts à l'heure actuelle sont en cours, pour un montant de 12 000 € quand même. Tout cela parce qu'on a eu un contrôle et que le terrain n'était plus homologué. 12 000 € pour 2 buts. Ensuite, concernant le stade André Lemaire aussi, les 2 robots sont mis en place. Désormais, l'attente se fera par les 2 robots. N'oublions pas aussi qu'on a le Paris-Roubaix du 13. Alors, Paris-Roubaix le 13 avril. Et concernant le Grand Prix de Denain, c'est le jeudi 20 mars. Bon, voilà, nous on a la soirée du Saint-Patrick le 22 mars, un repas d'ensemble, avec les années 80. Voilà. Ensuite, je voudrais demander à M. de Brabant s'il pourrait amener les panneaux pour Pâques, pour qu'on puisse voir dans quel état ils sont, si on peut les installer, ce serait bien. Pour les jeunes, tout ça, pour les enfants. On va le voir. Je fais tout ce qu'il y a à faire, comme ça tout y est fait. Bon. Alors, voilà, nous, en 2026, on fait les 10 ans de notre association, les Enfants de la Guerre. Et ce serait pour avoir une date déjà au mois de mars. Pour le mois de mars l'année prochaine, je voudrais le voir quand même avant le mois de mai. Voilà, parce qu'une préparation comme ça prend du temps. On a des gens qui sont tellement demandés parce qu'ils sont très sollicités. Et nous, il faut qu'on s'y prenne assez tôt, autrement on va être roulé. Voilà. Bon.
coup, la commune a signé un partenariat avec le football club de Valenciennes. Donc il y aura des avantages, tout y a été mis sur les réseaux. Donc il y aura des bus, etc. pour aller voir les matchs. Il n'y aura pas de bus. Des bus. Il y aura combien de bus? Voilà. Voilà. Comment? Oui, après il faut financer les bus en fonction des inscriptions. Oui, donc au maximum 3 bus, d'accord. Et puis après, oui, des prises en charge pour les spectateurs, donc spectateurs en Chine. Et d'autres avantages qui avaient été évoqués, des avantages et des possibilités d'assister aux entraînements, des possibilités de rencontrer aussi les joueurs, de visiter un peu davantage le stade, de voir un peu plus comment c'est. Alors ce qui est bien, c'est pour les halls chinois, mais aussi pour nos jeunes, pour continuer le partenariat dans ce sens, qui existe aussi là d'un point de vue sportif. Voilà. Bon, j'aimerais bien aussi pouvoir, je vais lancer un appel, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose avec Denain Voltaire. Vous m'en avez parlé tous les deux. Je vais essayer. Pourquoi pas. Comment, Péry? Bah si, dis-le. C'est le début. J'ai dit, c'est une proposition que je vais faire. Donc, tu sais, même le foot pour ce partenariat-là, il n'y a pas eu d'information. Le foot est déjà partenaire avec BLC. Oui, mais c'est pour les joueurs. Là, je te parle des spectateurs. D'accord? Voilà, c'est autre chose. Pourquoi pas après essayer de trouver des possibilités. Après, je ne vais pas dire qu'on va pouvoir le faire systématiquement pour tous les matchs. Parce que bon, après, derrière, il y a aussi toute la logistique. Mais bon, si on peut le faire quelquefois, certains. Bon, en plus, ils jouent très très complet, donc c'est pas évident. Mais bon, on va essayer de trouver une solution. Voilà. Bien. Moi, je pense que oui, c'est l'heure de se quitter, de lever la séance. Il est 20h50. Merci à tous et à toutes d'être venus. Et à la prochaine.